Oui. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. S'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. On vous attend. Il y a Madame Mafren Souma qui est sur la liste. Vous avez dit Mafren Souma. Madame Mafren Souma. Elle n'est pas là? C'est Des qui a envoyé la liste. Oui. Est-ce qu'elle est dans la salle? Vous? Et vous êtes qui? Vous-même, vous constatez qu'elle n'est pas dans la salle. Oui, Monsieur le Président, sinon elle était programmée aujourd'hui. Vous pouvez appeler le suivant sur la liste de Maître Hamidou Bari, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Même s'il n'est Maître pas Hamidou n'est pas là. On a appelé des gens sur sa liste, voilà, qui n'ont pas répondu. On a appelé par exemple Abdoul Gadri Diallo. Voilà. Il ne faut pas forcer. Oui. Est-ce que lui, il est sur la liste? Ne force pas. On ne s'est pas concerté avec lui. Ne force pas. Pour le cas de Maître Hamidou Bari, il m'a approché ce matin pour me faire part du décès de la mère du bâtonnier avec lequel il partageait le même cabinet et qu'il allait s'y rendre, que la victime qu'ils ont présentée a consenti à être auditionnée à leur insu. Il me l'a dit, il avait promis qu'ils allaient attendre l'ouverture du procès pour le dire vivement en présence de tout le monde avant de partir. Alpha Bakar Bari ou Diallo, je ne me rappelle plus de nom de famille. Alpha Bakar Diallo. Venez s'il vous plaît. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? Je me débrouille un peu en français. Vous vous débrouillez en français ou vous voulez parler en français? Oui, je peux parler en français. On vient d'apprendre que vos conseils ne sont pas là. Bon, je ne sais pas si c'est... Quelle est votre organisation en votre sein? Ah, d'accord. Ok, c'est bon déjà. Je ne vous voyais pas, hein, parce que je suis masqué par... voilà. Non, vous pouvez rester. Hein. Messieurs, vous pouvez rester. Quel est votre nom? Je me nomme Diallo Alpha Bakar. Vous avez quel âge ou quand est-ce que vous êtes né? 30 avril 85. Où? À Conakry. Mais le micro, ça ne donne pas bien. Voilà. C'est un peu faible. Éloignez un peu vous du micro. Ça ne donnerait pas. Ah. En tout cas, cherchez à parler dans le micro. D'accord. Quel est le nom de votre père? C'est Mahmoudou Baïlo Diallo. Votre mère, s'il vous plaît. Khadija Tabari. Quelle est votre profession? Chauffeur. Je suis chauffeur. Où vous êtes domicilié? Quartier Wanindara. Alors, dites au tribunal ce qui vous est arrivé. C'était il y a longtemps, mais il y a un souci avec le micro. Attendez, ils vont régler. C'était il y a longtemps, le 28 septembre 2009. À 7 h du matin, j'ai quitté mon domicile à Wanindara pour rejoindre la route Le Prince. Une fois sur la route, j'ai vu une marée humaine. C'était excitant. Ça m'a motivé. Donc, je les ai suivis pour descendre, direction vers la ville. Avec ça, nous avons continué. Nous sommes venus jusqu'à la terrasse d'Ixine.
C'était environ maintenant 8 heures, m'a trouvé là-bas. De l'autre côté, vers la Fondis, l'université Gamal, il y avait les leaders qui étaient bloqués par 2 pick-up de la gendarmerie. Donc il y avait Donc il y avait Jean-Marie Doré et les Sidia qui étaient bloqués de l'autre côté. Nous sommes venus. De plus en plus, les manifestants devenaient nombreux. On s'est approché des pick-up de la gendarmerie pour pouvoir, espérant joindre les leaders. Mais on avait hésité comme j'étais à la première ligne. Entre-temps, j'ai vu des jets de pierre. Les gendarmes, pour ne pas résister, pour qu'il n'y ait pas quelque chose, ils ont contourné vers la route, vers la côté droite. Les leaders nous ont rejoints. On s'est retourné comme si on partait vers la terrasse. Entre-temps, il y avait un blindé qui est à Paris. Il zigzaguait. Il y avait des jets de pierre. Il faisait comme s'il disait aux gens, rentrez. Mais entre-temps, il a disparu. On a regardé, les portails du stade étaient ouverts. Il y avait un groupe d'hommes, au moins, estimation, 6 personnes comme ça. En les voyant, on sent que ce ne sont pas des simples civils, parce qu'ils avaient l'air d'être des sportifs. Ils disaient aux gens, victoire, venez, rentrez, faisaient tomber les cailloux, les bois, ils fouillaient les gens. Ils nous ont fouillés et personne n'est rentré avec un caillou ni un bâton. Moi, je croyais que ces gens-là étaient des organisateurs de marche. Une fois dans le stade, il y avait eu un peu de pluie, il y avait de la boue au niveau des gazons. Tout le monde faisait ce qui lui semblait bon. D'autres faisaient le tour du terrain, d'autres priaient. Entre-temps, j'ai remonté pour m'asseoir là où se trouvent les supporters. Il y avait une ambiance folle. Le stade était plein, comme si un match de football allait commencer. Les leaders n'avaient pas la possibilité. Il y avait un manque de communication des gens. Donc, tous ceux qui étaient à côté d'eux pouvaient entendre ce qu'ils disaient. Il y avait les Mouktar, les Selou, les Sidia, les Jean-Marie. Entre-temps, j'ai entendu un coup de feu. On a crié comme d'habitude. Les gens ont dit « Ah, oulé !» Personne n'a bougé là où il était. Entre-temps aussi, il y a eu jet de gaz de lacrymogène. C'est en ce temps qu'on a commencé à constater qu'ils sont à l'intérieur, dans la grande porte du stade qui était défaussée. Ils sont venus par là. L'autre côté était libre. Quand ils ont commencé à tirer des rafales successives sans cesse, on a vu des gens qui tombaient. C'est en ce moment, personne n'a cherché à savoir maintenant, il faut attendre ou pas. Là où les supporters vont s'asseoir, entre là-bas et la pelouse, il y avait des grillages. Là où se terminent les grillages, il y avait un intervalle comme ça, et des petites portes. Tout le monde voulait sortir vers les petites portes, mais impossible. J'ai jugé nécessaire d'escalader pour pouvoir sortir entre les grillages et les barbelés, oui. Je suis tombé de l'autre côté. Comme j'ai vu que maintenant les bérets rouges venaient de ce côté, la grande porte, tout le monde a pris la direction comme si on allait escalader le mur vers l'autoroute. Vers la sortie droite, il y avait une porte de 3 mètres comme ça. Beaucoup ont voulu sortir ensemble, se sont précipités, moi-même, y compris moi-même. Je me suis avancé jusqu'au milieu, j'ai constaté que j'allais m'asphyxier si je continuais. J'ai jugé nécessaire de me retourner. Difficilement, je me suis en sorti. J'ai contourné. Il y avait un petit mur de 2 mètres qui tenait les portails de secours là. J'ai sauté, je suis tombé. De l'autre côté, il y avait de l'herbe. Il y avait 3 grenades là-bas, qu'on appelle caïman. Je ne connais pas le nom en ce moment, mais il y avait des sous forme de caïman dessinés là-dessus. Je ne les ai pas touchés, j'ai laissé. J'ai voulu fuir pour sauter le mur, mais les cris qui étaient vers la porte,
il y avait les gens qui se sont superposés parce qu'ils ont voulu sortir tous ensemble. Beaucoup se sont coincés. Moi et certaines personnes, on a jugé nécessaire de faire sortir certaines personnes. On s'est retourné, on tirait d'autres, d'autres sortaient, d'autres quittaient sur le toit, tombaient sur les gens qui étaient bloqués, comme si c'était des pains qui sont superposés. Un vieux m'a dit, comme tu ne peux pas me sortir, prends un téléphone, Bambé Tukoza, c'était dans sa poche. J'ai tiré le téléphone, j'ai mis dans ma poche, il me disait d'appeler sa famille. Au bout de quelques instants, d'autres fillaient les militaires sur le toit et tombaient en bas, d'autres sur les portes, mais c'était ouvert. À côté, vers la gauche, les antennes téléphoniques, je ne sais pas si c'est Sotelgui ou quel opérateur. Il y avait des gros sacs. Il y a quelque chose de poudre noire était là-bas. On a jugé nécessaire de les tirer pour que les gens qui tombent puissent tomber là-dessus, mais c'était trop lourd, on ne pouvait pas. Ça s'est déchiré. Certains moments, les militaires ont commencé maintenant de venir vers là où nous étions. On a jugé nécessaire de continuer vers l'angle. Il y avait un domicile, il y avait un petit grillage, sorte de cour. Un jeune y était. Il nous donnait de l'eau à boire. À côté du mur, il y avait un arbre. Finalement, l'arbre là était tombé. Parce que les gens vouloir escalader, d'autres prenaient les arbres, les branches. Quelqu'un d'autre vient derrière, te tire encore pour pouvoir monter. Moi aussi, j'ai décidé maintenant de me sauver. J'ai pris le mur. On a grimpé. D'autres encore tendaient la main. Je voyais d'autres personnes encore qui sauvaient d'autres. On a continué à tirer. D'un seul coup, maintenant, les bérets rouges nous ont rejoints là-bas. Je ne sais pas comment je suis tombé. Il est venu sur moi, me blesser ici, me bastonner. Et je n'étais pas le seul. Il y avait un petit fossé qui sortait de l'autoroute. Beaucoup de personnes sont rentrées dedans. Devant était bloqué. Ils n'ont pas pu sortir. Entre-temps, maintenant, ils nous ont rassemblés. On nous donnait des coups de fouet et de ceinturons. En nous disant, personne ne va sortir ici. On s'est demandé, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils ont dit, vous allez ramasser les corps qui sont là. On a dit, non, non, on ne va pas le faire. Ils ont dit, on va vous tuer si vous ne le faisiez pas. Le béret rouge qui m'a blessé, il me dit, toi, je ne te lasserai pas. Tu vas être devant. Ils nous ont mis en ligne. Nous sommes venus rentrer encore par la porte, petite porte du stade, petite porte, pas la grande porte. Là où il y avait beaucoup de corps asphyxiés, morts par bousculade. Au moins, le tout, ce que j'ai pu retenir, il y avait une quarantaine de corps. Mais les 8 étaient par balle. Les restants, c'était de la bousculade. Ils nous ont fait rentrer dedans. Le premier corps qu'on nous a fait ramasser était au centre du terrain, avec une balle en plein cœur, dont je ne le connaissais pas. Mais dans notre groupe d'otages pris par les bérets rouges, il y avait 2 filles. En ce moment, la fille s'est approchée en pleurant. Elle me dit, ce monsieur, je le connais. Il est de la cimenterie. Il est revenu des États-Unis, ça ne fait même pas 3 jours. Elle s'est mise à pleurer. On a pris les corps pour les amener à côté de la porte. Au fur et à mesure qu'on les amène, il disait aux autres encore, allez-y, fouillez tout, ramenez tous les corps. On les a amenés. Toujours le béret rouge ne me lassait pas. Il me disait, toi, je vais t'exterminer. J'ai dit, pourquoi? Vous nous avez dit de faire ça, on l'a fait. Pourquoi maintenant de nous exterminer? Il dit, toi, je vais t'exterminer. J'ai eu peur. Au bout de quelques instants, la Croix-Rouge est venue accompagnée de la police. Je ne sais pas s'ils sont venus ensemble ou bien si c'est une coïncidence. J'ai profité maintenant pour m'extirper, c'est-à-dire, excusez-moi pour le français, de sortir dans le groupe d'otages. Les bérets rouges ont fait semblant comme si ce n'était pas eux qui maltraitaient les gens. Ils se sont arrêtés comme s'ils étaient innocents. La Croix-Rouge est venue, donc je suis vraiment désolé, je ne sais pas si je vais dire, pour le cas de la photo que je viens de dire, je peux témoigner un peu. Allez-y. Ok, ce corps-là, beaucoup ne voulaient pas toucher parce que ce n'était pas joli à voir. C'est en ce moment, quand j'ai vu tout de suite là, je me suis rappelé. J'ai été les gens qui ont été pris en otage pour pouvoir ramasser le corps. Je me souviens de cette corps de la maman de ce monsieur Doumbouya ou quoi.
Ce qu'il vient de dire que sa main était cassée 3 fois, c'était vrai. Au bout de quelques instants, ça avait même commencé de se enfler un peu. Donc, la Croix-Rouge est venue, je les ai montré les grenades, ils les ont pris avec les policiers qui étaient accompagnés. Et plus de 8 balles qui n'étaient pas tirées. Ils ont dit maintenant c'est les plus souffrants qu'on va évacuer à l'hôpital. Je me suis rappelé que le béret rouge m'a dit qu'il va m'exterminer. Je me suis dit, s'il me laisse ici, c'est pas bon. La Croix-Rouge a vu le sang comme la bouche était déchirée, vous voyez les traces, et ici, ils ont dit, toi aussi on va t'amener. Ils m'ont pris pour me mettre dans leur Land Cruiser. En quittant là où nous sommes vers la porte dans le stade, pour sortir de la première cour, il y a un qui était décédé encore, qui était blessé par balle. Il y avait le sang qui coulait, on était entachés même dedans, il n'y avait pas de place. Il y avait un camion militaire derrière. Ils ont ouvert les portes, ils se sont arrêtés, ils l'ont mis à terre. Et nous, direction Niassidine. En partant à Niassidine, c'est comme s'il n'y avait pas d'événement. Il y avait des gens, les gens qui dansaient. Nous sommes arrivés à l'hôpital, ils nous ont fait descendre. Chacun s'est occupé des blessés. Il y avait une femme, docteur, qui logait à Sangoya. Je ne connais pas son nom, mais ce qui reste clair, elle était malinquée. Elle m'a demandé ce qui s'est passé. Elle m'a mis les perfusions. Je l'ai expliqué, elle a écrit. Elle me dit, ok, je suis de garde. Je dois descendre tout de suite pour rentrer chez moi. Tu loges où? J'ai dit, j'ai quitté Wanindara. Elle me dit, ok, je vais t'amener avec moi. J'ai dit, m'amener avec vous, je n'ai pas fini les soins. Elle me dit, par rapport à ce que tu as expliqué tout de suite, s'ils te retrouvent ici, ils vont t'exterminer. Moi-même, je me suis levé pour retirer les perfusions. Je suis monté dans sa voiture, elle m'a amené à Sangoya, me donné de l'eau, je me suis lavé et mangé et faire un pansement. Vers les 16h, 17h, ma famille est venue me récupérer.